Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 37, on parle de médecine et de croissance personnelle. Bienvenue à Studio Libre. Ma prochaine invitée travaille littéralement avec des vrais colons, au sens propre de la chose, puisqu'elle est chirurgienne en oncologie et elle traite notamment des cancers colorectaux. On va en parler avec elle aujourd'hui pour le mois de la sensibilisation au cancer colorectal. Dr Gabrielle Gauvin est avec nous. Bonjour. Bonjour Sylvain. Le mois de mars est un mois de sensibilisation au cancer colorectal. Le cancer colorectal est quand même très haut dans la liste des cancers avec une prévalence, on est dans le top 5 là. Exactement. Donc, le cancer du côlon, même si on en parle un peu moins que leurs confrères, le cancer du sein, le cancer de la prostate, qu'on entend beaucoup parler. En fait, le cancer du côlon, c'est le 4e plus fréquent. Au Québec, on a à peu près 6000 cas par année qui sont diagnostiqués. Et on les traite, évidemment. Est-ce que, justement, vu qu'on en parle un peu moins, eh bien, le traitement prend plus de temps à se faire puisque la détection n'est peut-être pas faite comme le cancer du sein ou comme le cancer, par exemple, de la prostate. Et donc, est-ce qu'on les prend plus tard, ces cancers-là? Pas nécessairement. En fait, je vous dirais que on a quand même des méthodes de dépistage, puis c'est un peu ce qui est important de parler dans le mois de la sensibilisation du cancer de côlon, c'est qu'il y a un bon dépistage qui existe pour ce cancer-là. Qui est un dépistage là, de tests de recherche de sang dans les selles qui est à faire à chaque 2 ans, entre 50 et 74 ans. C'est sûr qu'avant, quand on était chanceux puis on avait un médecin de famille, on y pensait à ces choses-là. Mais maintenant, depuis environ 1 an, il y a une trajectoire qui est hors du médecin de famille. On n'est pas invité personnellement avec une lettre encore, mais on a accès à Clic Santé. Tout le monde peut aller sur Clic Santé, prendre leur rendez-vous une fois à chaque 2 ans. Puis même, il y a certaines personnes, dans le fond, qui ont des antécédents familiaux qui sont éligibles pour ça aussi, là, même s'ils ne sont pas dans la tranche d'âge visée. Là. Et quand on parle de détection, on a l'impression que c'est un test, on le fait où ce test-là? Ben, en fait, quand on prend le rendez-vous, il va y avoir un petit questionnaire qui va être fait par soit une infirmière ou une agente du centre de Clic Santé qui va essayer de déterminer c'est quoi votre meilleur type de dépistage. La plupart des gens, c'est le test de recherche de sang dans les selles. Il y a certaines personnes qui sont éligibles pour directement aller vers une coloscopie qui est un peu plus invasif, mais qui est aussi une très bonne méthode de dépistage. Puis effectivement, le test de recherche de sang dans les selles, généralement, il vous envoie à la maison avec un petit kit parce que il y a des gens qui sont un peu gênés. Fait qu'ils vont pouvoir faire ça dans le confort de leur maison puis ramener leurs petits échantillons au point de service. Quand on a détecté un cancer colorectal ou un potentiel de cancer colorectal, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les étapes ensuite? Ben exactement. Fait que dans le fond, le test de recherche de sang dans les selles, qui est le test le plus fréquent qu'on va faire, est envoyé pour analyse. Puis ce qu'il cherche, c'est est-ce qu'on a du sang qui est non visible à l'œil nu. OK? Donc, on s'attend à avoir des selles qui ont l'air normales, mais sous le microscope, ils vont voir qu'il y a du sang caché là-dedans. Et ça, c'est ça le red flag, dans le fond, qui va faire en sorte que la prochaine étape, ça va être d'aller vers la coloscopie. Comme je vous disais, la coloscopie, c'est un test un petit peu plus invasif, mais ça nous permet de voir de l'intérieur tout le côlon pour aller chercher c'est quoi qui a causé ce test positif-là. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des tests positifs qui vont avoir un cancer du côlon. Je vous dirais que c'est quand même pas la majorité. Des fois, il y a des gens qui ont un gros polype ou des hémorroïdes qui auraient causé ça. Mais avant de se dire puis de minimiser le fait qu'il y avait un test positif, il faut aller vraiment jeter un coup d'œil puis ça nous donne une bonne idée. Fait que derrière ça, on veut essayer de trouver des cancers qui sont en stade 1, les plus petits cancers. Le pronostic est excellent dans ce temps-là. Fait qu'on veut attraper les gens qui n'ont pas de symptômes. Et je lisais que, par contre, quand on laisse aller, stade 2, 3 et 4, et là, la chute est dramatique dans le pourcentage de potentiel de survie. Là.
Oui, en fait, la survie à 5 ans, c'est plus que 90% quand on est un stade 1. Puis généralement, les gens avec un stade 1 n'ont pas de symptômes. Un stade 4, quand on a des métastases, on parle de survie à 5 ans d'à peu près 10 à 15%. Fait que ça, entre les deux, il y a quand même une variation. Mais effectivement, c'est pour ça que l'idéal, c'est pas d'attendre d'avoir des symptômes pour essayer de trouver ce cancer-là. Et contrairement à d'autres cancers, donc je pense au cancer notamment de la prostate, eh ben, il y a à peu près la moitié de la population qui ne pourra pas avoir ce cancer-là. Même chose pour le cancer de l'utérus. Tandis que le cancer colorectal, tout le monde peut en être affecté, là. Effectivement. Donc, les hommes et les femmes en sont affectés là, également. Puis d'ailleurs, c'est la deuxième cause la plus fréquente de décès globalement. Chez les hommes, deuxième, chez les femmes, troisième, à cause de la quantité de prévalence de cancer du sein. Mais c'est quand même un cancer à ne pas ignorer. Mm-hmm. Au niveau de la prévalence, est-ce que ça affecte plus les hommes ou les femmes? Et pourquoi? Est-ce qu'on a une idée? Non, ça affecte les deux pas mal également. Je vous dirais que quand on regarde les taux de cancer pour les différents types de cancers, c'est sûr que la prévalence est beaucoup plus haute chez les cancers du sein, les cancers du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez les hommes. Mais les cancers colorectals, c'est quand même pas mal égal des deux côtés. Fait que monsieur et madame qui prennent leur rendez-vous ensemble pour faire leur test, on peut s'aider à s'en rappeler, ça peut aider. Quand est-ce qu'on doit commencer à dire il y a peut-être un petit test qu'on pourrait faire? Mais en fait, je suis vraiment contente que tu en parles parce que les tests de dépistage visent souvent les gens entre 50 et 74 ans. Donc, on a une espèce de courbe sociétale qui fait que la plus grande majorité des gens vont être diagnostiqués à cet âge-là. Mais c'est pas parce qu'on a en bas de 50 ans qu'on ne peut pas développer un cancer de côlon. Et on voit de plus en plus de gens développer malheureusement des cancers de côlon à un plus jeune âge. Et étant donné que ces gens-là, généralement, vont se présenter avec des symptômes et non en dépistage, ils ont des cancers plus avancés, donc plus agressifs, donc à prendre au sérieux. C'est sûr que nous, on recommande toujours de consulter si jamais on a du sang dans les selles qui est nouveau, si on a des douleurs au ventre qu'on n'a jamais eues dans le passé ou des changements au niveau des selles. Donc, si on avait tout le temps une selle bien timée à chaque jour, toute notre vie, puis soudainement, on se ramasse avec des petites selles qui ont l'air des crayons, c'est très, très important de consulter. Chez ces gens-là, on va souvent quand même recommander une coloscopie. Okay. En fait, la bonne nouvelle, c'est que si cette coloscopie-là, elle est normale, généralement, avec une coloscopie normale, à moins d'avoir une grosse histoire de famille, on dit qu'on est à peu près bon pour 10 ans pour se rassurer un peu. Okay? Fait que c'est pas à chaque fois qu'on va passer du sang dans les selles qu'on va dire « Ah oui, il faut aller en coloscopie encore ». Mais d'avoir un petit baseline pour savoir où est-ce qu'on se situe, c'est tout le temps une bonne chose. La prévalence aussi, on en a parlé d'hérédité. Est-ce que les antécédents familiaux sont une part importante de cette prévalence-là? Très importante, en fait. Donc, ce que j'explique souvent à mes patients, c'est que en termes de continuum de cancer, entre le temps qu'un polype naisse puis devienne un cancer, ça prend à peu près 10 ans. C'est pour ça que je vous dis, si on a une belle coloscopie, les chances sont qu'on est correct pour quelques années. Maintenant, c'est pas une garantie. Il y a des gens chez qui ça va se développer plus vite. Souvent, les gens qui ont des grosses histoires de famille, donc plus que 1, 2, 3 membres de la parenté qui auraient des cancers de côlon. Les gens qui sont fumeurs aussi, ça peut causer des mutations beaucoup plus rapidement qu'on s'y attendait. Donc, ces deux éléments-là, c'est effectivement des éléments à prendre en considération. C'est pour ça que les gens qui ont des histoires de famille importantes, souvent chez eux, on va faire des coloscopies en fait à chaque 5 ans. Plutôt que de se dire, on est correct pour 10 ans, on ne prend pas de chance, on le fait aux 5 ans. Le régime de vie, est-ce que ça a une importance capitale ou très peu importante dans l'apparition d'un cancer colorectal? On dit souvent, on est ce que l'on mange. Est-ce que c'est vrai aussi dans ce cas-là?
Malheureusement, oui, jusqu'à un certain point. Donc, avoir une alimentation riche en fibres puis boire beaucoup d'eau, ça a un effet protecteur jusqu'à un certain point. C'est sûr qu'on ne peut pas battre la génétique, on ne peut pas battre le fait qu'on a 50 ans et plus ou qu'on a des membres de la famille. Comme je vous disais, la cigarette, c'est vraiment, vraiment mauvais pour le cancer de côlon. On a vu récemment plusieurs études qui ont démontré que l'alcool n'est pas très bon non plus. Ah. On devient beaucoup plus strict avec les recommandations d'alcool, même s'abstenir, ça serait l'idéal. Puis récemment, il y a aussi des études qui ont été publiées par rapport aux viandes qui sont ultra, je m'excuse en bon français, processed, là, mais qui sont ultra transformées. Ça a aussi un impact. Mais chaque élément n'a pas le même poids. Donc, c'est sûr que de manger de temps en temps un sandwich, mais fumer un paquet par jour, ça n'a pas le même impact sur les risques. Effectivement. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'oncologie? En fait, ce qu'on aime comme chirurgien souvent, c'est d'être capable d'avoir un rôle très actif dans le soin du patient. Donc, je trouve ça vraiment merveilleux d'avoir la chance de faire une différence directement chez un patient qui a un diagnostic de cancer. C'est déjà assez traumatisant de passer à travers ce genre de diagnostic-là, ce genre de traitement-là. Donc, j'ose espérer que j'ai une écoute active pour mes patients, puis je les aide à passer à travers ça d'un point de vue émotionnel et aussi d'un point de vue physique. Puis, j'aime d'être au début de la trajectoire. Donc, j'ai quand même beaucoup de belles histoires où est-ce que les patients, tu sais, quand les patients rencontrent un chirurgien, souvent, c'est parce qu'il y a une bonne chance qu'on s'en sorte. Puis j'ai la chance de les suivre par la suite aussi, donc c'est avoir une approche longitudinale pour ces patients-là, je trouvais ça très, très important. En chirurgie, c'est bien parce que souvent, on a un épisode de soins bien défini, mais après ça, on perd les gens de vue. En cancérologie, on a quand même un suivi de ce côté-là, puis on est capable de continuer à développer une belle relation avec les gens. Au niveau de l'attitude, j'en parle souvent avec beaucoup de médecins. Qu'est-ce que l'attitude a à voir dans la guérison d'un patient? Est-ce que ça joue d'avoir une attitude positive face à un cancer ou face à n'importe quelle autre maladie? Immense impact. Moi, je pense que les gens qui arrivent puis qui sont prêts à affronter la maladie ou qui sont prêts à faire des efforts pour aider à bien guérir de ça. En fait, il y a beaucoup d'études justement dans le cancer colorectal, quelqu'un qui est capable de marcher beaucoup avant puis de marcher beaucoup après en récupération de chirurgie. Ces gens-là récupèrent beaucoup plus vite, ont beaucoup moins de complications, puis ça se traduit aussi là, si les gens ont besoin de traitement de chimiothérapie. Maintenant, il faut faire attention. Je pense que c'est complètement normal d'être découragé quand on a un diagnostic de cancer. Donc, je dis pas que les gens devraient juste arriver avec un esprit heureux à tout moment. Il faut vraiment accueillir le deuil qui vient avec ce genre de diagnostic-là. Mais d'avoir une approche généralement positive puis proactive dans les traitements, oui, ça a définitivement un impact positif. J'imagine que le support familial et le support de l'entourage en général est aussi un grand facteur parce que si la famille embarque dans le traitement, ben la personne se sent soutenue. Donc l'attitude positive va continuer. Comment on deal avec les familles? Est-ce qu'on a une approche différente maintenant avec les familles qu'on avait il y a 30 ans? Ben moi, j'étais pas... je travaillais pas il y a 30 ans. Mais je crois que la médecine, j'espère que la médecine a beaucoup évolué en 30 ans en termes d'approche familiale et d'approche relation médecin-patient aussi. Là. À ma connaissance, il y a 30 ans et peut-être un petit peu plus que ça, c'était beaucoup une approche paternaliste. Hein. On vous dit quoi faire, puis après ça, organisez-vous. Maintenant, on travaille beaucoup plus en équipe. On encourage les gens à apporter un membre de la famille, puis c'est très important, justement, quand on a
une rencontre avec un spécialiste pour la première fois, il y a tellement d'informations qui passent. Donc, les gens qui ont la chance ou la capacité d'amener un membre de la famille avec eux, je trouve que ça les apaise, puis ça aide aussi à absorber la quantité d'informations qu'il y a besoin de passer. Fait que oui, effectivement, d'inclure la famille autant qu'on peut, c'est très important. Et finalement, lorsqu'on a des inquiétudes, lorsqu'on a des soupçons que ça peut être un cancer colorectal, on dit souvent de ne pas googler nos symptômes parce que sinon, c'est clair et net qu'on a un cancer et qu'on est à l'article de la mort pratiquement. Où est-ce qu'on peut, sans aller voir nécessairement le médecin, s'informer avec des vraies informations qui sont légitimes? C'est sûr que si on a des inquiétudes puis on a des nouveaux symptômes, de prendre rendez-vous pour rencontrer un médecin pour en parler, c'est l'idéal. Les gens qui ont des symptômes, c'est pas le temps d'aller faire une demande de test de dépistage parce que là, comme je disais, on a passé à l'autre étape. Les tests de dépistage, généralement, c'est pour les gens qui n'ont pas de symptômes. Donc, on veut essayer de parler avec un professionnel de la santé, idéalement. Donc, si on n'a pas de médecin de famille, passer par le GAP. Si on cherche des ressources Internet fiables, Société du cancer, puis plusieurs hôpitaux ont différents feuillets d'informations sur les différents types de cancers. Mais je pense que si on a moindrement une inquiétude, ça vaut la peine de consulter. Mm-hmm. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie pour votre travail qui est très important dans la société. Docteur Gabrielle Gauvin, chirurgienne en oncologie. On espère justement qu'il y en ait moins, que vous ayez moins de travail. Ça voudrait dire qu'il y a moins de cancer. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, merci beaucoup pour votre service et les services que vous donnez à la population. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Sylvain. Bonne journée. Ma prochaine invitée est une battante. Quand la vie lui a envoyé une claque au visage il y a 10 ans, elle s'est relevée. La vie s'est dit « j'ai peut-être pas frappé assez fort, je vais lui en envoyer une autre, tiens donc. » Et elle s'est encore relevée. La vie s'est probablement tannée parce qu'elle doit s'être dit « cette femme-là va aller jusqu'au bout. » C'est normal qu'avec un surnom comme Joe Boo, eh bien, c'est pas mal évident. La seule et unique, Josée Boudreau est avec nous. Bonjour, Josée. Bonjour, mon Dieu, c'est bien beau. J'aime ça faire des petites présentations un peu comiques ou touchantes. Et on voit bien sûr à tes côtés ton complice de toujours, Louis-Philippe Rivard. Bonjour, Louis-Philippe. Allô. OK, je suis contente de demander à lui aussi. Lui aussi, il va bien, hein? Toujours pas loin. Oh, oui, c'est ça, exact. Ben, c'est justement, tu vas venir avec Louis-Philippe nous présenter le 9 avril à Gatineau, à la cabane en Boiron, ta conférence « Sois ta meilleure amie ». Et je me demandais en préparation, ça veut dire quoi être sa meilleure amie en 2026? Bien, en fait, je pense que avant longtemps, les filles, on oubliait que c'est important de commencer avec nous autres. Après ça, les autres. Moi, dans la vie, j'étais même avant, quand c'est arrivé l'AVC, j'ai dit, je suis encore capable de faire de quoi avec ça. Donc, c'est ça le terme, en fait. Faire de quoi avec ça, on est capable de toutes les filles. Les gars aussi, mais surtout les filles. Oui, et c'est ce que je me demandais aussi. Est-ce que c'est plus facile d'être son que sa meilleure amie? On dirait que les hommes, on a cette confiance-là relativement innée de dire, moi, je suis là, j'y vais, je fonce à... J'ai des plans, j'y vais. Les femmes sont un peu plus réservées. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Je sais pas, en fait. Moi, je suis de même, jamais de problème, j'ose beaucoup. Les gars, peut-être que c'est pas la même affaire, mais je sais pas, je suis une fille. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui viennent aux conférences aussi. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on se ressemble tous. C'est peut-être que les gars le laissent moins paraître. Ouais. À l'intérieur, on est aussi insécure, je pense, que n'importe qui. C'est peut-être pas de la même façon. Peut-être que les femmes s'oublient un petit peu plus par... tu sais, les femmes sont au-devant de toutes. Hein? Ils aident beaucoup. Les gars, on est peut-être moins comme ça. Ouais. Mais quand on parle d'insécurité dans la vie, je pense qu'on en a tous. Puis c'est un petit peu ça, être sa meilleure amie, c'est juste à faire attention, pas être trop méchant avec soi-même quand on affronte des épreuves de la vie ou quand on regarde nos imperfections, se regarder avec un petit peu plus d'amour, en fait. Exact. Et justement, parlant d'amitié, on dit souvent que c'est dans l'épreuve
qu'on voit qui sont nos vrais amis. J'ai envie de te demander qui sont les vrais amis de José Boudreau. J'ai un nom en tête en particulier, et je ne sais pas si tu vas avoir le même, mais un complice aussi qui a été là longtemps, de ton chum en premier, et ensuite de toi. Est-ce que c'est une personne à qui tu penses quand on pense de vraies amitiés? Bon, toi, tu dis Peter, oui, mais non, on n'est pas amis. Ah non? J'étais pas, ben non, il est super, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Mais pour vous dire, ami, non, c'est pas vrai, ça, là. Non, je suis pas capable de mentir, là. En fait, on a tous des différences entre, tu sais, ça dépend ce que tu regardes comme amitié. Il y a du monde que n'importe qui côtoie un peu dit c'est leur ami. Ouais. On a des amis très proches qu'on voit souvent. C'est vrai qu'on aime beaucoup Peter, puis moi, j'ai travaillé avec longtemps, mais dans la vraie vie, on a des intérêts quand même différents. C'est un gars de chasse puis de pêche, il part en 4 roues, puis il s'en va se promener proche de la baie James, pêcher des gros saumons. Ça arrivera jamais avec moi, c'est là. Quand on se voit, on rit, on a du fun au bout. Oui. Mais on ne s'appelle pas la fin de semaine. On a chacun nos affaires, on a une famille. Donc, c'est un peu différent quand même. Exact. La meilleure amie, c'est, je me mets capable de dire, Nancy. Ça, c'est vrai. À Trois-Rivières, ça, c'est vrai. Okay. Ça arrive souvent. Mais ami, c'est large. Donc, tu sais, ami pour vrai, là, Peter, il est super, mais c'est pas un ami. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est une connaissance ou un ou une amie? Ben, en fait, j'aime ça vrai, moi. J'ai besoin de dire de quoi de... comment on dit ça? Quand tu discutes, je sais que Josée a besoin de sentir qu'elle parle des vraies affaires. Exact. Pas juste superficielles. Non, c'est ça, exact. Puis avec Nancy, elle-même est dans la vie. Quand on jase, il y a de quoi après, tu comprends? Puis c'est important pour moi. Ça, c'est la vraie amie. Des connaissances. J'ai plein d'amis, moi, beaucoup même. Mais amis pour vrai, là, c'est dur à trouver, ça. Moi, j'ai à peu près ça, pas plus que ça, là. Oui, on a un petit groupe, sa sœur est une de ses meilleures amies aussi. Exact. On a vraiment un petit groupe, comme tu dis, tu peux parler de n'importe quoi. Exact. C'est pas tout le temps le même. C'est difficile à être un meilleur ami parce que il faut accepter tous les travers de l'autre quand on aime quelqu'un à ce point-là d'être ami. Eh bien, souvent, on voit les moins beaux côtés et il faut être prêt à dire, ben, j'accepte ça parce que cette personne-là, ben, au final, eh ben, c'est une amie ou c'est un ami. Mais c'est difficile là, de voir ça. Non, en fait, moi, j'aime ça parce que personne n'est parfait. Moi, j'ai plein de défauts. Tu sais, hein? Non. Quand tu sais, il est... Intelligent. Ah oui, il a tout compris, lui. Non, mais la meilleure amie, on n'est pas parfait. Moi non plus, d'ailleurs. C'est ça. On n'est pas plate, tu comprends? C'est ça, la meilleure amie. Mais en fait, ce que tu dis, ça a vraiment le même rapport avec la conférence. C'est que la conférence, rapidement, dit s'aimer soi-même comme on aime une meilleure amie. Ce qui veut dire aussi s'aimer soi-même avec nos imperfections. Se les pardonner facilement, pas s'en vouloir. Tu sais, ton meilleur ami, tu sais qu'il y a des imperfections, puis rapidement, tu passes par-dessus. Exact. Tes imperfections à toi, peut-être que justement, c'est un petit peu plus difficile. Donc, ça se travaille pour soi-même, en fait. Exact. Et cette conférence-là, on peut la voir, c'est plein partout. Je regardais, le listing est en fait beaucoup. Là. Tu te promènes aux 4 coins du Québec. Il y a même des Nouveau-Brunswick, Dieppe, Edmundston, de ce coin-là. Et tout le monde est unanime. Ils veulent prendre des billets pour cette conférence-là, veulent te voir. Ça fait quoi au moral, justement, quand on rentre dans une belle salle pleine et que les gens sont là pour écouter notre expérience de vie, puis ce qu'on a à leur dire? Je suis vraiment chanceuse. Tu as raison, tu sais, mais je sais que je suis chanceuse. D'abord, je suis encore là, j'ai moins de mots, mais lui, il est content. Enfin, il peut parler, tu comprends? Tu sais, on a du fun, mais tu as raison, je suis vraiment chanceuse parce que le monde est fin, on a du fun ensemble. Mais l'affaire aussi, moi, dans la vie, je suis drôle, ça a l'air fou à dire, c'est vrai, pas pire quand même. C'est très drôle. Bon, c'est ça, tu sais, puis on rit beaucoup. Moi, j'aime ça rire. Je pense que c'est ça le plus important. Quand on rit en masse, ça fait du bien. Peu importe quoi, on est plus fort quand on rit de ça, hein? Exact, mais c'est quasiment comme un petit show d'humour qui fait du bien. C'est souvent comme ça qu'on l'appelle, en fait. Oui. Et après une conférence, on sait que ça prend beaucoup d'énergie. On te connaît depuis avec une énergie débordante. Je te regarde encore et tu as l'énergie qui déborde. Est-ce que, après une conférence,
on se sent fatigué, épuisé, mais heureux. Comment ça se sent après la conférence? En fait, tout ça en même temps. Je suis contente de moi. Des fois, c'est super, des fois, c'est plus dur, mais lui est là justement pour ça, tu sais. Puis, j'aime ça. Après, je suis craquée au bout. Après ça, je regarde ça à la maison. Tu sais, en fait, je fais on part n'importe qui. Nous autres, on est tout le temps à la maison. Après. On vient tout le temps à la maison. C'est rare, à moins qu'on comme en Nouveau-Brunswick, là, mais même jusqu'en Beauce, on vient à la maison. Elle est crinquée, puis dans le char, il y a une petite descente. Exact. Tranquillement pas vite, là. Oh. Là, j'ai tout pour le maquillage. J'enlève tout ça tranquillement pas vite. En la rue, à la maison, je dors très bien. Est-ce que tu te mets une limite, dire non, ça, j'en fais pas plus que tant par année ou Oui. pour préserver sa santé mentale et physique? Oui. Jamais c'est très rare la fin de semaine, d'abord, parce que j'aime ça aller à la maison, les filles, tout ça, c'est important pour moi. Jamais l'été non plus, c'est très rare. En fait, ça n'arrive pas. Là, maintenant, c'est assez. Puis, je sais pas quand est-ce que ça va arrêter. Moi là, c'est 4 fois par semaine. Hein? On en met 2 à 3 par semaine. En fait, des fois, ça peut arriver qu'on en a 4-5 parce qu'il y a un événement ou il y a des semaines. Des fois, on dirait qu'il y en a plus. Ouais. Mais en général, on fait attention aux fins de semaine. Puis on regarde les distances. Tu sais, on s'en met une plus loin, une moins loin. Oui. J'arrange ça pour qu'elle soit bien aussi, qu'elle ait du fun à le faire pour justement être peut-être capable de le faire longtemps. Exact. Si on s'épuise, qu'on n'a plus de plaisir à le faire, ben c'est sûr que ça ne sera pas la même chose. Exact. Moi, là, c'est ça le plus important. J'ai eu encore du fun. Oui, on continue. À un moment donné, c'était trop. J'ai dit, là, j'ai plus de fun dans la vie. C'est pas normal, ça, là. Fait que j'ai dit, moins souvent, on va tout le temps le fun, puis ça a marché. Puis je suis chanceuse, parce que des fois, le monde n'a pas choix. Ça arrive, là, il veut faire ça, d'un coup, ça arrête. Moi, je suis assez à l'aise. Si ça a fini, ben, elle va faire d'autres choses. Je ne sais pas quoi, là. On verra. Comme on dit, puis je pense que tu es l'exemple parfait. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ah, c'est bien dit, ça. Merci beaucoup encore, puis à la prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 37 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui, la docteure Gabrielle Gauvin, chirurgienne en oncologie, et la conférencière Josée Boudreau. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre entre parenthèses officielles, auquel vous pouvez vous abonner pour avoir des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.